Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 6 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Pas de révolution pour le ferroviaire européen. La Commission européenne a rejeté la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens qui aurait donné naissance à un géant mondial du secteur. Paris et Berlin qui avaient porté le projet dénoncent la décision de Bruxelles. La famille de l'OTAN sur le point de s'agrandir. La République de Macédoine du Nord a signé le protocole d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Elle deviendra ainsi le 30e pays membre de l'OTAN. En France, l'ouverture d'un procès contre Monsanto. Un agriculteur français estime avoir été intoxiqué il y a 10 ans par un herbicide commercialisé par le géant américain des pesticides. Et puis de la culture, pour terminer ce journal, l'œuvre de Jeff Koons, figure du pop art, est au cœur d'une exposition à Oxford, l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'univers du plasticien américain. Bienvenue, je vous le disais en titre, la Commission européenne a donc dit non à la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens, qui aurait donné naissance à un géant du ferroviaire européen capable de concurrencer les groupes chinois et américains. Mais pour Bruxelles, ce mariage enfreint la loi sur la concurrence européenne. La Commission met également en avant les répercussions financières d'une telle fusion pour le consommateur. Paris et Berlin ont aussitôt dénoncé la décision de la Commission européenne. Alstom et Siemens doivent tirer un trait sur leur rapprochement. Les deux groupes espéraient fusionner pour devenir un géant franco-allemand du ferroviaire. Mais leur projet a été retoqué par Bruxelles qui a opposé son veto, redoutant une situation de monopole. Siemens et Alstom auraient pu avoir notre feu vert à leur rapprochement s'ils avaient proposé des mesures correctives adaptées pour résoudre les problèmes de concurrence. Pour être clair, c'est bien d'être un géant, ce n'est pas la question. Mais nous estimons que la concurrence d'autres fournisseurs n'aurait pas suffi à compenser cette perte de concurrence considérable due à la fusion. Une annonce qui a agacé Paris et Berlin, mais aussi les organisations patronales qui estiment ne pas avoir les moyens de lutter contre la puissance industrielle chinoise. Nous devons repenser cette politique de concurrence en Europe afin d'être sûrs de pouvoir créer des géants européens à l'avenir, car nous ne pouvons pas nous cantonner à l'échelle européenne. Nous devons protéger notre marché unique, nous devons protéger les règles existantes, mais les faire évoluer pour prendre en considération les géants qui ont été créés en Chine, aux États-Unis, et peut-être demain en Inde ou dans d'autres pays. Si Alstom a enterré le projet de fusion après la décision de Bruxelles, Siemens n'exclut pas l'introduction en bourse de sa branche Mobility. Dans l'actualité également, la République de Macédoine du Nord devrait bientôt intégrer la famille de l'OTAN et devenir ainsi le 30e pays membre. Un protocole d'adhésion a été signé à Bruxelles par Skopje et les 29 pays de l'Alliance Atlantique. Signature qui intervient après que le Parlement grec a entériné le changement de nom du territoire qui s'appelait, il y a quelques jours encore, Ancienne République yougoslave de Macédoine. Le point avec Jérémy Charrier. La signature de chacune des parties. Et le processus d'adhésion à l'OTAN de la Macédoine est engagé. Dans un an, elle deviendra le 30e membre de cette alliance politico-militaire. L'accord avec la Grèce sur le nouveau nom de la Macédoine du Nord a permis cette avancée. L'histoire ne se produit pas toute seule, vous devez la faire. Je voudrais rendre hommage aux qualités de dirigeants des premiers ministres Zaïev et Tsipras. Ça aurait été plus facile de ne pas le faire, mais ce qu'ils ont osé faire a été de placer l'intérêt politique dans le bénéfice des deux peuples, des deux pays, de toute la région et de l'OTAN en tant que famille et alliance. Je veux féliciter Skopje et Athènes pour leur engagement et leur courage dans l'accord sur le nouveau nom. Nous pouvons maintenant regarder vers le futur. Votre adhésion apportera plus de stabilité dans les Balkans. C'est bon pour la région et c'est bon pour la sécurité en Europe. Maintenant que les ambassadeurs des 29 membres de l'Alliance ont signé, l'adhésion sera entérinée par la ratification du protocole. Celle-ci devrait intervenir en décembre à Londres.
L'actualité aux États-Unis à présent, Donald Trump a prononcé la nuit dernière son discours sur l'état de l'Union qui avait été retardé d'une semaine en raison de la crise budgétaire déclenchée par le refus des démocrates de financer le mur à la frontière mexicaine. Le président américain a lancé un appel au compromis tout en rappelant sa volonté de construire le mur. Laura Cambeau. Donald Trump a prononcé le discours annuel sur l'état de l'Union face au Congrès américain réuni au grand complet pour la 3e fois. Un exercice périlleux cette année, la Chambre des représentants est désormais dominée par les démocrates et non plus par les républicains. Le président américain a d'abord joué la carte de l'unité et lancé un appel au compromis. Nous pouvons surmonter les divisions anciennes, panser les vieilles blessures, créer de nouvelles coalitions, forger de nouvelles solutions et libérer des possibilités extraordinaires pour l'avenir de l'Amérique. C'est à nous de prendre des décisions. Ce soir, je vous demande de choisir la grandeur. Il y a 2 semaines, Donald Trump avait mis fin au shutdown, le blocage des services fédéraux, sans avoir obtenu de fonds pour son projet de construction du mur à la frontière avec le Mexique. Un thème controversé qu'il n'a pas hésité à aborder. Aucun problème ne divise autant la classe ouvrière et la classe politique américaine que l'immigration clandestine. Dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour construire un mur. Mais le mur n'a jamais été construit. Je vais le faire construire. Crise au Venezuela, guerre en Afghanistan, tensions économiques avec la Chine, Donald Trump a consacré une large partie de son discours à la politique étrangère. Il a profité de ce rendez-vous pour parler de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen. J'ai de bonnes relations avec Kim Jong-un. Nous nous retrouverons de nouveau les 27 et 28 février au Vietnam. Le président a aussi vanté un excellent bilan économique. Pour les analystes politiques, ce discours sur l'état de l'Union était en réalité un discours de campagne. Donald Trump entend briguer un second mandat de président et les prochaines élections sont dans seulement 21 mois. À Lyon, en France, à présent, un nouveau procès vient de s'ouvrir contre Monsanto, le géant des pesticides, et poursuivi par un agriculteur français qui estime avoir été intoxiqué par un herbicide commercialisé par l'entreprise américaine. Cela fait 10 ans maintenant que Paul François, le plaignant, mène cette bataille judiciaire pour obtenir réparation. Reportage à Lyon, Marc Bouchage et Maxime Weiss. 12 années de bataille judiciaire ne sont pas venues à bout de cette détermination. Paul François est de retour devant le tribunal de Lyon pour un 2e procès en appel. Depuis 2007, il se bat pour que la firme Monsanto soit reconnue responsable de son intoxication. Pour lui, l'entreprise l'a intoxiqué en toute connaissance de cause. Ce produit a été interdit au milieu des années 80 au Canada parce qu'il était dangereux. Donc Monsanto ne pouvait pas ignorer cette décision et ne pouvait pas ignorer que ce produit était dangereux. Mais ils ont continué à le commercialiser sciemment. Agriculteur en Charente-Maritime, en avril 2004, Paul François se retrouve intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs de l'Asso, un herbicide de la firme américaine. La justice lui a donné raison en première instance puis en appel avant que la Cour de cassation ne revienne sur le jugement. Paul François demande 1 million d'euros car il souffre encore de troubles neurologiques. Mais pour les conseils de Monsanto, aucun lien entre sa pathologie et l'herbicide. L'intégralité des pathologies invoquées par Paul François n'existe pas. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les experts judiciaires. Et c'est vérifiable très aisément à la lecture du rapport d'expertise. Aucune faute ne peut être imputée à Monsanto sur quelque terrain que ce soit. Par son combat, Paul François est devenu l'un des visages en France et en Europe de la lutte contre l'utilisation des pesticides et des herbicides. Mais l'agriculteur français n'est pas le seul à avoir porté plainte contre Monsanto. Aux États-Unis, déjà plus de 8000 requêtes judiciaires ont été déposées contre ce géant de l'agrochimie. Marc Bouchage, à Lyon, pour Euronews. Toujours en France, des associations et partis politiques dénoncent la loi dite anti-casseurs, adoptée hier à une large majorité par l'Assemblée nationale. Une loi qui fait suite aux violences qui ont émaillé le mouvement des Gilets jaunes. Les députés veulent ainsi prévenir les actes de vandalisme, mais les détracteurs du texte dénoncent une atteinte à la liberté fondamentale de manifester. Écoutez Nicolas Crameyer, responsable du programme Liberté à Amnesty International, interrogé par Raphaël Vivant.
Alors vous dénoncez également l'article 4 de la proposition de loi qui prévoit de pénaliser d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende le fait de se couvrir totalement ou partiellement le visage lors d'une manifestation. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les manifestations contestataires en France depuis quelques années font l'objet d'un recours à la force extrêmement intensif par les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on est en train de criminaliser le fait pour une personne de se masquer partiellement ou totalement le visage, simplement parce qu'elle souhaiterait pouvoir se protéger en manifestation. C'est extrêmement grave dans la mesure où on n'est pas en train de viser ici des personnes qui auraient commis ou qui seraient sur le point de commettre des violences, mais on est en train de dire une personne qui se dissimule partiellement le visage, eh bien, est susceptible d'être interpellée. Donc on voit bien aujourd'hui la logique extrêmement dangereuse dans laquelle nous conduit ce texte, puisque avec ce seul article, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui pourraient être abusivement interpellées. L'actualité en Afrique à présent, Félix Tshisekedi, le tout nouveau président de la République démocratique du Congo, effectue sa première tournée africaine depuis son intronisation le 24 janvier dernier. Un déplacement lourd de sens alors que sa victoire est toujours contestée en RDC. Le successeur de Joseph Kabila s'est rendu en Angola puis au Kenya. Le président congolais effectue sa première tournée à l'étranger quelques jours après son investiture. Première étape, l'Angola. Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue João Lourenço. Le président congolais a profité de cette première sortie pour vanter l'alternance démocratique en RDC. Pour la première fois depuis 59 ans que le Congo est indépendant, il y a une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Par cette passation pacifique et civilisée du pouvoir, le Congo entre dans une période de stabilité par l'inauguration évidemment de l'alternance politique dans notre pays. Félix Tshisekedi a rejeté les critiques formulées par son rival à la présidentielle, Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire. Qu'il présente la preuve de ce qu'il affirme, a fait savoir le nouvel homme fort de RDC. Pour sa part, le président angolais a insisté sur la volonté de renforcer les échanges économiques entre les deux pays voisins. Ensemble, nous pouvons partager des expériences et surmonter la réalité actuelle dans nos pays, à savoir le manque d'infrastructures, d'électrification, d'industrialisation et le chômage, entre autres. Le président congolais poursuit sa tournée régionale par une visite au Kenya. En Russie, à présent, un membre du mouvement religieux des Témoins de Jéhovah a été condamné à 6 ans de prison pour extrémisme. L'homme, un Danois, avait été arrêté avec d'autres croyants lors d'un office religieux. Le mouvement des Témoins de Jéhovah est interdit en Russie depuis 2017. En Russie, cet homme a été condamné ce mercredi à 6 ans de prison pour organisation des activités d'un mouvement extrémiste. Denis Christensen, c'est son nom, est de nationalité danoise et il est membre des Témoins de Jéhovah. Or, ce groupe religieux est interdit en Russie depuis 2017. Denis Christensen a été arrêté à ce moment-là à Orel, une petite ville située à 400 km au sud de Moscou. Et c'est là qu'il est jugé depuis avril dernier. Pour son avocat, cette affaire est un baromètre permettant de mesurer la liberté religieuse en Russie et surtout les limites de cette liberté de croyance. Il ajoute que partout dans le pays, les avocats et même les enquêteurs qui s'occupent des affaires en lien avec les Témoins de Jéhovah suivent ce dossier. Les autorités danoises ont exprimé leur indignation. Dans un tweet, le chef de la diplomatie danoise a fait part de sa vive préoccupation après la condamnation de Denis Christensen, tout en appelant la Russie à respecter la liberté de religion. Lors de sa dernière déclaration avant les délibérés, Denis Christensen avait souligné n'avoir commis aucun crime. Selon ses proches, il devrait faire appel de sa condamnation. On termine ce journal par de la culture avec cette exposition à Oxford consacrée au plasticien américain Jeff Koons. C'est une figure de l'art contemporain. Annelise Fantino. C'est une icône du pop art et l'un des artistes en vie les plus cotés au monde, Jeff Koons. L'Ashmolean Museum de l'Université d'Oxford consacre en ce moment une rétrospective au plasticien américain qui a intégré des processus informatiques dans la production de ses œuvres et s'est séparé d'une partie de son atelier.
La valeur de l'art ne se résume pas à l'économie, elle réside dans votre qualité de vie. Il s'agit d'être capable de devenir soi-même. L'art réunit à l'évidence toutes les sciences humaines et à travers l'art, vous pouvez faire dialoguer la philosophie, la sociologie, la physique, la psychologie, l'esthétique. Par là même, le monde entier s'ouvre à vous et c'est ça qui a de la valeur. La rétrospective Jeff Koons est à découvrir à l'Ashmolean Museum de l'Université d'Oxford jusqu'au 9 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à très bientôt.